Déjà, le mental, c'est quoi? Vous avez déjà posé la question? Non. Le mental s'était posé la question sur ce que c'est que le mental? Ah, c'est lié à l'ego, ça c'est clair. Ça va ensemble, hein, c'est inséparable. Comment ça fonctionne? C'est quoi le mental? D'où ça sort? Quelle différence entre le mental et la conscience pour vous? Le mental, c'est enfermant. C'est enfermant. La conscience, c'est pas enfermant. Quelle différence y a-t-il? Quand vous dites je suis conscient, ou quand vous dites j'ai un mental, quelle différence vous faites? Où commence votre conscience, où elle finit? Elle est infinie. Qui peut me citer un nombre infini? Et vous êtes pas bavard aujourd'hui. Comment? Infini ou illimité? Illimité. Elle ne peut pas être infinie. Ça voudrait dire quoi une conscience infinie? Ah non, non, mais même les serbes ont une conscience à ma connaissance. Oui. Ce serait quoi une conscience infinie? Qui se déploierait toujours. Qu'elle soit. Si vous dites ça, vous dites qu'elle est illimitée, vous ne dites pas qu'elle est infinie. Si elle est infinie, elle est finie. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'infini effectif. Un infini effectif, c'est rien. L'infini ne peut pas être effectif. L'infini, ça n'a pas de limite. Donc, je vous ai demandé si vous aviez sous la main un nombre infini. Je suppose que non. Il n'y a pas de nombre infini. Donc l'infini n'existe pas. On est d'accord avec ça? Vous voyez que vous arrivez à comprendre ce qu'il y a dans le bouquin. Il y en a qui disent qu'ils ne comprennent rien, ils ont raison. Ça ne m'étonne pas du tout, c'est fait pour. Mais quand même, vous arrivez à comprendre certaines choses. C'est bien. Donc il n'y a pas de nombre infini. Donc il n'y a pas d'infini. Par contre, la conscience était limitée. Conclusion. Conclusion. Comment? Oui, d'accord, nous sommes illimités, mais si nous sommes illimités, Le mental, il est limité. il n'y a pas de conscience infinie, il y a une conscience illimitée. Donc la conscience ne peut pas être infinie, il n'y a pas d'infini. Donc c'est une tendance, c'est une évolution. Ça va vers l'infini. Parce que est-ce que ça s'arrête tous les nombres? C'est illimité. Vous êtes bien d'accord? Mais est-ce que ça va de soi? Est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait une infinité de nombres? Est-ce qu'on peut se dire, bon, au bout d'un moment, les nombres, ça s'arrête? Non. Donc, l'infini est une nécessité. Vous comprenez ce que je dis? Il est absolument nécessaire qu'il y ait une infinité de nombres. Il ne peut pas y avoir un nombre fini de nombres. Donc l'infini est une nécessité absolue. Mais on a dit à 5 minutes que c'est une impossibilité absolue. Vous vous rappelez de ça déjà? Hein? J'ai dit que c'était impossible. Donc l'infini est une nécessité impossible. Conclusion, on est là. C'est la seule façon, l'être et la multitude, c'est la seule façon de concilier ce paradoxe. D'un côté, il faut que l'infini soit, et de l'autre côté, il ne peut pas être. Conclusion, tout ce qui va... Donc, l'infini est un but. L'infini est un but. C'est même le but. Si vous en connaissez un autre, vous me faites signe.
Enfin, vous en avez personnellement, évidemment, mais pourquoi? Parce que justement, l'infini étant impossible, tout ce qui mais nécessaire, tout ce qui permettrait de constituer l'infini devient à son tour absolument indispensable. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ben alors, reprenons les nombres. Il faut qu'il y ait, il ne peut pas ne pas y avoir une infinité de nombres. Oui. Il n'y a pas de nombre infini. Enfin, il est nécessaire qu'il y ait une infinité, mais il n'y a pas de nombre infini. Conclusion, tous les nombres deviennent nécessaires pour constituer l'infini. L'infini est nécessaire. Mais aucun ne peut être infini. Donc tous les nombres qui permettent de constituer l'infini deviennent nécessaires à leur tour. Oui. Oui. Et chacun d'entre vous, vous êtes un de ces nombres. Ok. Mais pas seulement vous. Mais tout ce qui vous entoure, tout ce qui ne vous entoure pas. Les particules atomiques, les chats, les planètes, les reptiles, tout ça, c'est des nombres. Il y en a, on voudrait bien s'en passer, hein, n'est-ce pas? Vous voudrait bien s'en passer. Ceux qui mettent des lotos dans les roues, qui mettent des coups sur le nez, tout ça, hein, il faudrait bien qu'il y ait des nombres en moins. Mais le problème, c'est que pour faire l'infini, il faut tous les nombres. C'est embêtant ou pas? Parce que si vous attendez, on reviendra sur ce papier-là tout à l'heure. Si j'arrive à... C'est bizarre ton papier, Cyril. Je sais même plus ce que je voulais écrire. Oui, bon, ça va m'en revenir certainement. Si tous les nombres sont nécessaires, mais qu'il n'y a pas... pour constituer l'infini, si l'infini est un but, on y va, mais on peut jamais être. Donc on va vers l'infini. Ça c'est l'infini, on n'arrivera jamais. Il n'y a pas de nom. Allô? Mais par contre, puisque l'infini est nécessaire et qu'il ne peut pas y avoir de nombre infini, tout ce qui constitue l'infini devient nécessaire. Quand vous avez compris ça, vous avez compris tout le bouquin. J'aurais mis une seule page, c'était suffisant. Pourquoi j'en ai mis plus? Et donc, je disais, chacun d'entre vous, vous êtes un de ces nombres. Oui. C'est embêtant ça, non? C'est pas embêtant? Non, ça veut dire que chacun d'entre nous est le passé ou le futur des autres. Je suis votre futur sur certains plans, je suis votre passé sur d'autres plans, et chacun d'entre vous, vous êtes le passé ou le futur des autres personnes, sur tel ou tel plan, peu importe. Mais en tout cas, on est tous indispensables. Donc les Dracos aussi. Donc les Dracos aussi. Enfin, une conclusion intelligente. Les Dracos aussi. Où ils sont les Dracos? Les mettre tout en bas. Ouais. Dracos. Sur la chaîne alimentaire, c'est ça. Dracos. On ne va pas les mettre complètement tout en bas parce qu'il y a quand même pire. Il y a quoi comme pire? Dans les niveaux vibratoires. Donc plus on monte, plus ça va être spirituel, plus ça va être élevé, plus ça va être amour. Et plus en bas, moins ça va être amour. Ah, d'accord. Donc vous êtes quelque part par là, par où? Perdu. Perdu dans cet infini non fini. En finale, ce sera un flash alors. Ce sera quoi? Un flash? Un flash? Donc ça c'est des niveaux vibratoires différents, jusqu'au niveau vibratoire absolu, l'infini, qu'on n'atteindra jamais. Mais c'est important ça de comprendre qu'on n'atteindra jamais. Ça veut dire qu'on évoluera toujours. Et c'est parce qu'on évoluera toujours et qu'on n'atteindra jamais qu'on est tous quelque part sur cette évolution. À un moment donné. Combien de temps? Supposez que vous soyez là. Voilà. Vous êtes là. Alors évidemment, tout ce qui vous paraît en dessous, vous dites ça c'est nul. Oh, qu'est-ce qu'ils sont nuls les Dracos? Ils sont méchants et tout, ils ont des grandes griffes et tout. Ils donnent des coups sur le nez. Ah oui. Et par contre, il y en a au-dessus. Vous dites, ah, qu'est-ce qu'ils sont bien ceux-là, c'est génial. Ah, il y a Jésus, il y a ceci, il y a cela. Formidable.
Il y a des extraterrestres. On va aller chercher des... Hey, venez nous aider, venez nous aider. On n'est que là, on voudrait être là, et puis... vous nous laissez tomber. Non, ils ne nous laissent pas tomber. Ils disent, mais venez, mais qu'est-ce que vous attendez? Ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de nous. Ah oui, parce que si je suis le numéro 150 ici, 154, au diable de la varice. Une varice, non. Si eux, ils sont au 72, et le 54, il va dire 72, ils sont vraiment nuls, ils sont méchants, ils sont tout ça. On voudrait les éliminer. Mais on ne peut pas les tuer. Parce que si on les supprime, hop, comment voulez-vous qu'on soit là si les animaux, les végétaux, les minéraux ne soient pas là? On ne veut pas supprimer ce qui nous précède. On ne veut pas supprimer notre passé. Nous sommes constitués de notre passé jusque-là. Mais on n'est pas là pour y rester, on est là pour revenir là-haut. Donc on ne peut pas rester là. Combien de temps on va rester là? Ça fait déjà des millions d'années. Hein. Ça fait 0. Ça fait rien du tout, parce qu'il y a 5 minutes, ce n'étaient pas les mêmes. Votre ego, il n'était pas le même il y a 5 minutes. Hein. Vous croyez qu'il est le même, parce que il y a plein de points, il y a plein de choses qui se ressemblent. Tout n'a pas changé. Hein. La même longueur de cheveux, par exemple. Presque. Elle a changé. Ouais, je me suis encore poussé, vous vous rendez compte? On n'est pas sorti de l'auberge. Et donc tout a changé. Nos mémoires ont changé. D'un instant à l'autre, nos mémoires sont différentes. Ben oui. Donc notre ego n'est pas le même. Parce que l'ego, il s'identifie à ses mémoires. Ce qui me constitue, moi, c'est des mémoires. Hein. Qu'est-ce que c'est d'autre? Je suis mes mémoires. Je suis né quelque part, j'ai été à l'éducation, je mesure 1 mètre, etc., 1m12. Non, je parle pas pour toi. Voilà, tout ça, c'est des mémoires. Ah oui, mais je voudrais bien mesurer 1m92 ou 4m50 comme Satan. Et c'était arrivé d'arriver à ça. Ah, si je faisais 4 mètres comme eux, ce serait génial. Mais ça fait partie, c'est pas la dimension qui compte, hein. On n'est pas plus grand que, ni plus petit que les Dracos, ni inversement. On est des grands comme ça qui sont des super génies. En tout cas, vous avez changé en 5 minutes. À chaque seconde, vous changez. À chaque seconde, notre mémoire est différente. Donc vous n'êtes plus là, en fait. Vous êtes déjà 55, 155. Vous vous rendez compte? Et puis tout à l'heure, vous allez encore être ailleurs. Donc on ne peut pas définir son ego. Personne ne peut définir son ego. On ne peut pas dire « je suis quelque chose ». Car tu disais la personne, c'est rien. La personne, c'est rien. Évidemment, je ne peux pas me définir comme quelqu'un. Tous les hindous vous diront ça, hein, dans les traditions Vedanta, etc. On vous dit tout le temps, on ne peut pas définir l'ego. Il n'y a pas d'ego. L'ego, c'est un concept. Mais personne ne peut se définir comme un ego. C'est pas possible. Bon, dans la pratique, on y arrive quand même. Moi, pendant un certain temps, je m'appelle Franck, je fais 1m73, tout ça. Pendant un certain temps. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est des points communs qui subsistent pendant un certain temps, parce que c'est nécessaire pour pouvoir progresser. Si ça changeait tout le temps et que tout changeait tout le temps, on n'y arriverait pas. On ne pourrait pas progresser parce qu'on n'aurait pas de repères, on n'aurait pas de support. On ne pourrait pas dire « je suis plus intelligent qu'il y a 5 minutes ». Bon, c'est une image. On évolue tout le temps, on change tout le temps, et on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement d'évoluer. Vous allez dire, stop, je ne veux pas évoluer, je veux rester ce que j'étais, parce que je me trouve bien, j'étais 1m73, ça me va, je ne veux pas faire 4m50, bon, ça va. Je passe un peu par la porte, c'est embêtant, je ne peux plus sortir. Mais on est obligé. Pourquoi? Parce que l'infini est un but. Et il n'y en a pas d'autre but. L'infini, c'est le but. C'est la nécessité absolue. Tout va vers l'infini. Même les Dracos, hein.
Ils ne vont pas rester Dracos pendant 10 millions d'années. Hein. Ils l'ont juste oublié. Ils ont oublié qui sont l'évolution elle-même. Et eux, ils se disent, moi je suis mon ego. Donc ils veulent rester ce qu'ils sont. Et ils ne veulent pas que les autres évoluent non plus, parce que si nous on évolue, ils savent qu'eux vont évoluer aussi. Comme ils sont attachés à leur ego, ils ne veulent pas qu'on évolue. Donc ils font tout pour nous tirer vers le bas, pour nous tenir en arrière, etc. Et nous, le contraire, on essaye de les faire monter. On les caresse, on leur donne à manger, la béquille, tout ça. C'est vrai, en plus ils se nourrissent de nous. Dans tous les sens du terme. Et donc on fait ce qu'on peut pour... on fait pas ce qu'on peut. En fait, on ne peut pas faire autrement que d'évoluer vers l'infini. Nous sommes l'évolution elle-même. Nous ne sommes pas une étape dans l'évolution. Rappelez-vous de ça. C'est marqué 150 fois dans le bouquin. Une photocopie de page. Nous sommes l'évolution, nous ne sommes pas une étape dans l'évolution. Nous sommes le fait d'évoluer. Et quand vous avez compris ça, vous avez compris que vous n'êtes pas l'ego. Vous êtes l'être. Vous êtes comment tu disais tout à l'heure, tu ne disais pas La conscience. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'on est fait pour évoluer. Alors imaginez un peu, on est obligé d'évoluer. Cette nécessité elle est absolue, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas provisoire, c'est pas tout ça. On est obligé d'aller vers l'infini. On est obligé de s'identifier à une des étapes de l'infini, puisque si une de ces étapes disparaît, c'est fini, il n'y a plus d'infini possible. Donc chaque étape est nécessaire, donc la nécessité d'être infini s'identifie continuellement à ces différentes étapes, et donc c'est l'absolu qui s'identifie à la personne. Nous sommes l'absolu qui s'identifie à une personne provisoirement, qui change tout le temps. Soit dit en passant, si ça change tout le temps et que vous êtes obligé de changer et que toutes les 5 minutes vous freinez pour rester ce que vous êtes en disant moi je suis mon ego, je suis bien comme ça, je veux pas que ça évolue et tout ce qui me remet en cause est mauvais, etc. Ben, vous allez souffrir un maximum. Hein. Parce qu'on ne peut pas être tiré dans un sens et puis freiner à mort sans qu'il y ait une inflammation qui se produise. Hein. Quand vous freinez la voiture, ça fait une inflammation. Hein. Ça chauffe. Donc on souffre. Et pourquoi on souffre? C'est pour ça. Hein. C'est uniquement pour ça qu'on souffre. Parce qu'on est obligé, d'une certaine façon, de rester identifié à notre ego. On ne peut pas faire autrement. S'il n'y avait pas l'ego, rien de tout ça n'existerait. Donc l'infini ne serait pas nécessaire. Ça ne serait pas possible. Il n'y aurait pas d'évolution. Il faut que chaque ego se manifeste, mais pas qu'il se manifeste une fois pour toutes et qu'il reste ce qu'il est. Il faut que là où je me crois ceci, demain et dans 3 minutes, je me crois autre chose. Même si, grosso modo, j'ai l'impression d'être la même personne. Mais je ne suis pas la même personne que tout à l'heure. Je veux des choses que je n'avais pas dites il y a 5 minutes. Donc c'est pas la même personne, c'est pas les mêmes mémoires. Et c'est indispensable que chacune de ces mémoires existe, que chacune de ces étapes existe. Et elles existeront toujours. Mais quand je me croyais un reptile quelconque, un crocodile ou quelque chose, c'est pareil. Quand je me croyais ça, bon, je me disais, je suis un crocodile, il y a une gazelle qui passe, je l'attrape, je la bouffe, et puis on n'en parle plus. J'ai rien d'autre à faire. Ils ne peuvent pas faire autre chose, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Mais aujourd'hui, on dit, on est des gens intelligents, on écrit des livres, tout ça, c'est génial. On est beaucoup plus évolué, et les autres, c'est des minables. Ok, c'est des nuls. Et puis au-dessus, eux, c'est des gens bien, c'est des super, ils nous inspirent, etc. C'est génial. Alors, on fait appel à eux, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas parce que comme ils sont dans des niveaux vibratoires supérieurs aux nôtres, et que nos organes d'essence, ça fait partie de notre ego, ça fait partie de la nature de l'ego à laquelle on s'identifie, eh bien, on ne peut voir que notre passé. On ne peut pas voir notre avenir. Sauf certaines personnes particulièrement douées qui ont pleinement conscience d'être multidimensionnels, c'est-à-dire que même en tant que conscience, ils sont tous ça en même temps, et donc ils peuvent voyager de ci, de là,
Et après, vous écrivez des livres au-delà de notre monde, des choses dans ce genre. Pour vous raconter un peu ce qui se passe. Et eux, ils sont un peu moins limités que nous, qui restons toujours dans les mêmes baskets, grosso modo. Mais ils sont quand même très limités, parce que de temps en temps, ils vont faire une incursion avec des organes d'essence un peu plus ouverts que les nôtres, mais comparé à tout ça, c'est pas grand-chose finalement. Alors il y a des gens aussi qui peuvent voyager dans le passé. Hein, vous êtes allé voir des vies antérieures, vous avez des tas de choses comme ça. Des tas de gens qui vont visiter nos dimensions antérieures. Mais visiter les dimensions au-dessus, ça c'est difficile. Ça c'est le chamanisme. Le chamanisme, les chamans, ils passent leur temps à circuler dans leur passé. Et c'est très bien. Mais il y a des David à droite ou à gauche qui peuvent aller un petit peu dans le futur. Et ça, c'est quand même beaucoup plus rare, encore une fois, parce que nos organes d'essence ne s'y prêtent pas. Ils sont faits pour voir le passé, ils ne sont pas faits pour voir le futur. Alors quand on arrive à y aller, eh ben, c'est quand même génial. Et bon, après, on va essayer de raconter ça dans des livres, autre chose, pour donner envie aux autres de comprendre qu'ils sont multidimensionnels. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas légaux. C'est à ça que ça revient, c'est tout. C'est la seule utilité, c'est d'arrêter de se croire légaux et de commencer à se croire l'évolution elle-même. Bon, voilà. Vous voyez, c'est quand même plus facile oralement quand c'est dans le bouquin. Hein. C'est vrai, hein. En tout point et à chaque instant. En tout point et à chaque instant. En tout point et à chaque instant. C'est l'acte de la conscience. Je suis. Je suis se croit toujours au centre de sa création. Ce n'est pas quelque chose ni quelqu'un, c'est simplement une sensation de dualité. Une respiration entre le rien et le tout. Là, où l'infini n'est pas, là, est la conscience, qui est la limitation qui sépare moi de nos moi. Moi fini de l'infini. Dans l'infinité des possibles, la conscience sépare ce que je considère comme étant moi, et ce que je considère comme n'étant pas moi, ce que je perçois comme extérieur. Il n'y a pas d'autre possibilité de conscience. À tout moment je suis moi, et je constate un univers extérieur qui est indissociable de ce moi. Le corps est la frontière, le garde-fou entre moi et l'univers. Si je change d'univers, je change de moi, si je change de moi, je change d'univers. Le moi change à chaque instant, l'univers aussi. C'est chacun d'entre nous qui, là où il est, sépare son ciel de sa terre. Il n'y a pas de conscience globale. Il n'y a de conscience créatrice qu'en tout point, à chaque instant. En tout point et à chaque instant. Je suis le mouvement, je suis l'évolution, qui à chaque instant, s'identifie à un fugace état sans substance, l'ego.
Recommençons depuis le début. Mais comment faire puisqu'il n'y a pas de début, pas d'origine dans le passé, pas de Big Bang? Nous devons commencer par le néant. Le néant va de soi. C'est une réalité qui n'a besoin d'aucune cause, qui est antérieure à toute chose. C'est du vide à l'infini. Du rien, partout, toujours. C'est l'infinité de la nullité et la nullité de l'infinité. C'est le rien et c'est le tout. Nous avons tous l'expérience du vide, mais nous n'avons aucune expérience du tout. L'infinité, comme le néant, est essentielle mais inatteignable, primordiale mais inaccessible, nécessaire mais impossible. Prenons l'exemple des nombres. Peut-il y avoir un nombre ultime infini? C'est impossible. Un nombre est toujours fini. On peut toujours additionner une unité au nombre pour en obtenir un autre plus grand. On peut aussi ajouter à chaque nombre des décimales, avec de plus en plus de précision, de façon illimitée. Y a-t-il une infinité de nombres? Nécessairement, car il n'y a pas de limite à leur accroissement, ni à la fractalité de leurs décimales. Les nombres illustrent parfaitement que l'infini est à la fois nécessaire et impossible. Chaque nombre est essentiel pour la continuité, il n'y en a pas deux identiques, et leur croissance est illimitée. Il faut chaque nombre, bien distinct de tous les autres, pour que l'indispensable infinité des nombres soit possible. Les nombres tendent donc vers l'infini sans jamais y arriver. On a même un symbole pour exprimer l'infini, non pas comme valeur, mais comme tendance. Où donc termine l'univers? Et qu'est-ce qu'il y a après? L'infini est absolument nécessaire puisqu'il y a forcément un tout, quel qu'il soit. Et ce tout est forcément infini puisque, s'il était délimité par autre chose, il ne serait pas tout. Cependant, l'infini ne peut pas être fini, donc délimité et effectif. Il n'y a pas de réalité infinie. On ne peut pas saisir un état infini. C'est impossible. Cette imbrication de nécessité et d'impossibilité est un paradoxe, mais pas une contradiction. Le zéro et l'infini sont distincts du point de vue du zéro, mais pas du point de vue de l'infini. En effet, l'infini est obligatoirement nul, puisque rien de réel, de fini, ne peut être infini. Tandis que le zéro, lui, n'a aucune obligation d'être infini. Il n'y a pas d'adéquation entre zéro et l'infini. Le zéro exclut l'infini qui se retrouve projeté à l'extérieur. En conséquence, la dualité de l'être s'exprime à la place de l'unité du néant. Tout l'univers est un seul principe, une dualité issue de la nécessité du néant. Mais le néant n'est pas avant l'être. L'être est l'instant présent parce que la cause est dans l'instant présent. Allons plus loin dans l'explication. Le néant contient deux principes qui ne peuvent être confondus, la nullité et l'infinité. Dès l'instant qu'ils ne sont pas confondus,
Ils se distinguent, bien que personne ne soit là pour les distinguer. Ils le font par eux-mêmes. Cette séparation est l'essence de la sensation d'être. Nous sommes la nullité qui s'individualise. Seule la nullité se distingue de l'infinité. L'inverse n'est pas vrai. Pour la nullité, l'infinité sera toujours extérieure. Il suffit que la nullité s'oppose à l'infinité pour que survienne le sentiment d'être face à ce qu'on n'est pas. Et donc à tout instant, l'univers naît, l'espace naît. Alors, dès l'instant où le zéro se singularise, puisque son seul but est d'être infini, l'éternel élan d'unité avec cet infini se manifeste. Voici maintenant l'amour, qui va occuper toute l'éternité et toute la conscience. L'amour consiste, toujours pour le zéro, à annuler la séparation. L'amour réunit ce que la conscience sépare. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'infini qui aime ou qui est conscience, tout se passe du point de vue du zéro. Et c'est bien ce que nous vivons tous. Chacun est la seule conscience de son univers apparent, et cette conscience n'est préoccupée que par une chose, aimer, par tous les moyens. Devenir infini. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour tout. Il n'y a rien dans l'univers qui ne soit cela. Notre évolution, celle de tout l'univers, est cette recherche éternelle d'infini. La dualité du néant, c'est cela qu'on appelle l'énergie magnétique. En tant que nécessité, c'est une attraction. Où qu'on soit, on y va. En tant qu'impossibilité, c'est une répulsion. Où qu'on aille, on n'y sera jamais. Et l'énergie découle de la poursuite de ce grand but, qu'est la nécessité du néant. Or, puisque le point ne peut atteindre l'infini, l'amour se heurte constamment à l'inertie de la conscience, avec une impression de résistance extérieure, alors que cette résistance est intérieure. Le point est donc virtuellement la matière absolue, la particule fondamentale. Donc l'intégration se fait en créant perpétuellement du temps, qui manifeste l'inaccessibilité du but. C'est une impression d'intégrer point par point un infini qu'on croit extérieur. Avec chaque fois, donc, un nouvel extérieur, différent du précédent. Ainsi, l'univers se crée et se recrée en totalité, à tout instant. Il ne s'agit pas d'extraire quelque chose du néant, ou de considérer le néant comme un passé après lequel il y a eu quelque chose. En fait, du néant, on n'est jamais sorti, on y est toujours. Il s'agit de comprendre pourquoi cette nécessité du néant reste effective, et le processus se répète avec la multitude de points finis et discontinus. Tous ces points de conscience jaillissent au centre de leur univers personnel, chacun s'identifiant ainsi. Je suis l'ego, je suis moi, je suis cela. Mais cela, c'est aussi l'expression de la relation entre le moi et le soi. Je suis cela, je suis. Tattvamasi. Le cercle est fermé, car tout est un Brahman. Dans la philosophie indienne, Brahman a deux aspects. Nirguna Brahman désigne la réalité ultime, l'absolu non manifesté, incréé, infini et omniprésent, sans forme ni apparence. Il s'oppose à Saguna Brahman, l'absolu manifesté dans la multiplicité des formes et considéré comme illusoire. Ce sont les deux faces de la même unité. Cela, c'est aussi le nom de Yahweh ou Jéhovah, le nom ineffable de Dieu dans le judaïsme. Yod, Ei, Vau, et. Yod, c'est le Père intangible. Vau, c'est le Fils incarné. Et, c'est la relation, les deux pôles de l'esprit, conscience et amour. Cela, dans les traditions orientales, c'est le Tao. Le Tao, c'est le tout. Le tout est nul. Le Tao est éternellement sans nom et doit être distingué des innombrables choses nommées, qui sont ses manifestations. C'est la réalité de la vie avant ses descriptions. Le Tao n'est rien, mais il est duel. Il est intrinsèquement lié au concept de yin et de yang, où chaque action crée des réactions, comme des mouvements inévitables au sein des manifestations du tout. Les grandes traditions initiatiques ont laissé à l'humanité des descriptions du commencement de la création. Mais seule la haute métaphysique apporte une explication rationnelle. Léon Raoul Hatem, surnommé l'horloger de l'univers,
a expliqué la simplicité de la mécanique de l'univers, qui n'est que la complémentarité de deux contraires, constituant un principe unique, le magnétisme. Toutes les masses, planètes, étoiles, particules atomiques sont des aimants complets, munis de leurs deux polarités, attractives et répulsives. Frank Athem a expliqué l'origine de cette énergie unique à partir du néant absolu. Il a décrit comment cette énergie naît du néant à chaque instant, que ce magnétisme est en fait la conscience répulsive, qui place l'infini à l'extérieur du centre nul, et l'amour attractif, qui cherche à réunifier ces deux pôles constitutifs du néant. On arrive à comprendre que l'énergie, bien qu'elle soit spirituelle, a une forme matérielle et atomique dans la durée, dans l'effet de temps. Une pièce de monnaie a deux faces qui sont inséparables mais distinctes. Les séparer est impossible, c'est l'attraction absolue. Ne pas les distinguer est aussi impossible, c'est la répulsion absolue. Et si tout cela se passe en un point, la seule manière d'être une dualité, c'est que ces deux fonctions d'attraction et de répulsion soient polarisées à l'intérieur même de ce point. Alors, une importante question se pose. Puisque le tout est un point nul, à vocation infinie, comment les deux pôles peuvent-ils être situés physiquement? Comment un point peut-il avoir deux pôles? Comment passe-t-on du point énergétique à l'aimant? La conscience d'un univers est le résultat de la répulsion de l'infini par le zéro, au centre. Cependant, l'infini, lui, ne rejette rien, et ne peut donc pas être conscient. La distinction des polarités dans l'espace ne se fait que du point de vue de la répulsion, il n'y a aucun espace réel. Il n'y a aucune séparation entre les deux pôles. Les deux pôles ne sont pas distincts dans l'espace et ne l'ont jamais été. Simplement, la fonction répulsive contient la nécessité de situer autrui à l'extérieur pour pouvoir s'unir à lui, sans jamais fusionner complètement, puisque l'unité infinie est impossible. Il faut donc conclure qu'il y a deux plans, le plan divin ou métaphysique, où tout est un point nul et infini, et le plan supposé réel, qui est en fait le plan de l'illusion, qui n'existe que du point de vue de la conscience à l'intérieur du point. Et donc il n'y a pas de physicalisation effective, réelle, matérielle, spatiale, mais simplement tout un univers vécu qui prend naissance dans la conscience. Et tout est là. Tous les univers sont intérieurs à un point nul, un point zéro, à vocation infinie. Les deux pôles ne sont pas localisés physiquement. Il y a simplement du point de vue d'un des deux pôles, nous, notre conscience, la nécessité que l'autre pôle nous paraisse distant. Et donc toute la formation de l'univers atomique et stellaire, la génération spontanée du mouvement perpétuel, l'atome magnétique, le cosmos, toute la vie des mondes va découler automatiquement de la relation qui naît entre soi et ce que soi projette à l'extérieur, de façon illusoire, par pur ressenti. C'est le rêve d'un point. Mais il n'y a pas d'extérieur. Il n'y a donc pas à expliquer la physicalisation. On a en revanche rendu compte de l'illusion universelle que tous les grands sages de l'histoire ont constaté et affirmé. Il n'y a plus de mystère de l'univers. Tout est illusion. Cela veut simplement dire tout est dans l'esprit, et cela permet d'avoir conscience les uns des autres, de communiquer et de s'aimer, ce qui serait impossible si le monde était réel. Pour l'exprimer autrement, le tout n'est qu'un seul aimant composé des deux pôles de la nullité et de l'infinité. Dans mon rêve, je m'identifie au pôle zéro. Je suis en relation avec le pôle opposé de l'univers, que je repousse, c'est la conscience, et qui m'attire, c'est l'amour. Dans le rêve d'un autre point, je m'identifie avec un zéro différent. Je suis en relation avec un autre univers dont je suis le centre et qui m'est personnel. Et toujours, je cherche l'unité du néant, nécessaire et impossible. Au commencement était le Verbe, c'est-à-dire la relation qui produit deux illusions, moi et mon univers. Il n'y a pas grand-chose d'autre que le Verbe, cette relation entre personnes. Car il n'y a personne pour être un pôle, personne pour être l'autre pôle. Pas de sujet ni d'objet. Juste une relation qui produit les illusions de moi et de mon univers. Et tout le monde est cette relation. Quelles que puissent être nos impressions contraires, l'évidence montre que tout est illusion. Les grands mystiques en ont toujours témoigné, mais ne l'ont jamais démontré. La seule réalité, c'est le processus d'illusion lui-même, le fait qu'il y a illusion d'univers. Cela est réel, et cela se dit « je suis »,
dualité conscience et amour. Autour du point, il y a la sphère de l'univers extérieur, de ce qui est autre que je. Quand on a compris la conscience, on sait qu'elle se vit en tout point. Partout, on croit être la seule conscience, dans un espace sans limite. Tout cela se passe dans la conscience. Rien ne peut exister en dehors de la conscience. Est-ce que ce sont mes yeux qui voient, ou est-ce que l'objet est dans ma conscience avec toutes ses caractéristiques? Donc ma conscience qui voit? Ma conscience me donne l'impression qu'il y a tout un univers à distance. Mais si cet univers n'était pas déjà contenu dans ma conscience, il ne pourrait pas être perçu. C'est cet acte répulsif de la conscience qui révèle la séparation primordiale d'avec le néant, et qui fait en sorte que le néant devient un but. Un but inaccessible qui engendre non seulement la conscience, l'opposition à l'infini, mais aussi l'amour, l'unification avec l'infini. L'univers, la vie, ne sont que des moyens vers le but. L'esprit, c'est à la fois la conscience et l'amour, opposition et réunification absolument indissociables, espace et temps. Espace créé par la conscience en distanciant le point je et son univers, temps à consacrer par l'amour pour la réunification. Nous reconnaissons ici la dualité magnétique de répulsion et d'attraction. Il faut partir de rien, du néant sans cause, et comprendre, maintenant, pourquoi il y a la conscience. Maintenant, pourquoi il y a l'être. Et on comprend que l'être c'est forcément une création d'espace-temps et d'énergie permanente, et que de là, découle l'effet de matière. Poursuivons l'exploration jusqu'au seuil de la formation de l'atome. Dans cet espace éthérique, les points de conscience, que l'on nomme protoparticules avant que l'atome ne soit constitué, se fusionnent en concentration magnétique de plus en plus importante. Les distances qui les séparent sont aussi de plus en plus grandes. Il y a attraction du point de vue du « je » vers le corps de l'autre, et répulsion, toujours du point de vue du « je », par rapport à la subjectivité de l'autre. On ne peut accepter l'autre qu'en tant que matière, car il n'y a pas possibilité de reconnaître plusieurs consciences. La conscience, c'est toujours soi, et soi seul. L'autre fait simplement partie de l'univers extérieur. Cela crée un pôle, par le simple fait de ce rejet. Un aimant, car ces protoparticules sont des proto-aimants attractifs et répulsifs, n'a jamais conscience que l'autre a deux pôles puisqu'il rejette l'un des deux aspects. C'est ce rejet qui physicalise les choses. On se rend compte que selon les positions relatives des axes des pôles qui se sont ainsi définis, on continue de s'unifier jusqu'à ce que les distances entre les protoparticules soient extrêmement grandes, suffisamment grandes pour qu'il n'y ait plus de différence entre les forces attractives et les forces répulsives. Les conditions premières se mettent en place pour que s'amorcent les relations bipolaires et les premiers mouvements entre les particules afin de former des atomes. Évidemment, tout cela n'est ni prouvé, ni observé. C'est simplement un modèle pour le passage entre, d'une part, un espace totalement énergétique que les physiciens appelleraient champ quantique ou éther, et d'autre part, des particules ou masses physicalisées et positionnées relativement les unes par rapport aux autres. Ainsi, l'homme a peur du néant. Il a beaucoup de mal à admettre que le néant soit la réalité absolue des apparences temporelles, beaucoup de mal à admettre que c'est le but. C'est d'ailleurs pourquoi il est si difficile de comprendre la cause de l'univers. L'homme tourne autour du pot et s'arrange toujours, inconsciemment, pour croire aux réalités matérielles apparentes, pour chercher les causes dans le passé. Les causes futures, il en a peur. Quelque chose empêche le néant. Il n'y a pas d'avantage d'être que d'univers, mais il y a éternellement un processus d'illusion, illusion de tout cela. L'univers, étant nul en durée, est nul tout court. Et donc notre ego aussi. Le présent est nul. Donc l'esprit est nul. Et je suis qui est tout,
est aussi nul. La seule réalité est nulle, absolument nulle. L'infini, le tout, est nul. Or un infini nul, ou une nullité infinie, n'est-ce pas là la définition du néant? L'être, l'esprit, je suis, l'univers, tout cela c'est le néant en tant que nécessité. En réalité, il n'y a jamais rien eu, et il n'y aura jamais rien. Car en réalité, il n'y a aucune séparation entre le ciel et la terre. Ce n'est que dans la multiplicité des illusions que cela se fait. Il n'y a nullement création d'un univers, mais création d'illusions d'une multitude d'univers, en chaque point de l'infini, pour chacun d'entre nous. Nous sommes le créateur en tout point de l'infini. La conscience crée, ce qu'elle crée n'a aucune réalité autre que spirituelle, de l'ordre des sensations, et c'est donc de l'illusion. Mais grâce à cette illusion, incontestable, nous pouvons aimer. Et aimer n'est pas une illusion. Bon, donc, revenons-en à notre mouton. L'ego est un socio-mental. Le mental est là pour défendre l'ego. C'est le mental qui vous dit « je suis moi, je suis Franck, et rien d'autre ». Et puis, il n'est pas question que ça change. Donc si quelqu'un vient dire « je suis Tibers », non, 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 je suis Franck, et je suis comme ça et pas autrement. Et si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Et on va défendre cet ego maximum avec le mental. Il ne peut pas y avoir d'ego sans mental, il ne peut pas y avoir de mental sans ego. C'est absolument indissociable. À la limite, c'est deux expressions différentes pour la même chose. Et alors pourquoi est-ce que le mental est associé à la peur? Il est associé à la peur pour la même raison. Mes organes des sens, ils sont habitués au passé, ils ne sont pas habitués au futur. Il est infernal ce papier. Oui, oui, oui. Vos organes des sens, ils sont faits pour voir tout ça. Et vous avez dit, oulala, je ne veux pas y aller, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Et puis, si je vais là-haut, je ne suis plus l'ego, donc je ne suis plus rien, puisque je m'identifie à l'ego. Vous comprenez le processus? Je me crois un ego, si j'évolue, cet ego disparaît. Enfin, il ne disparaît pas en général, il sera pris par quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre s'identifiera à ce numéro-là. Mais moi, qui me crois et qui suis attaché à cette idée d'être le 155 et pas autre chose, eh ben, lorsque je vais être en contact avec des réalités qui sont déjà là, puisque la nécessité de l'infini, elle n'est pas commencée hier, elle a toujours été, donc tous ces niveaux ont toujours existé, et ils existeront toujours, mais ça ne s'arrête pas. C'est une évolution perpétuelle. Et c'est ce que voulait dire David d'ailleurs tout à l'heure quand il disait le temps n'existe pas, c'est un paradoxe. On n'arrête pas d'évoluer dans le temps. Et le temps n'existe pas. Ben oui, on évolue dans les niveaux vibratoires qui sont déjà là. Et qui ont toujours été là, qui sont toujours là. C'est tout. C'est pas parce qu'on est des humains qu'il n'y a plus d'animaux, qu'il n'y a plus de reptiles, qu'il n'y a plus de cailloux, qu'il n'y a plus de... Et c'est pas parce qu'on est des humains qu'il n'y a pas encore de planètes ou de galaxies qui sont du niveau supérieur. Parce qu'un jour, il s'identifiera à une galaxie. Pour l'instant, mon vaisseau, c'est mon corps. Avec mon corps, j'arrive à lever le bras. C'est quand même génial. Vous vous rendez compte, j'ai levé le bras. Je peux même le lever un peu plus. Comment ça se fait? À quel moment est-ce que l'esprit agit sur la matière? Demandez ça à un physicien, un prof de physique. Vous l'entendrez au lycée la semaine prochaine. Vous êtes tous au lycée. Vous lui demanderez, prof de physique, comment ça se fait que je peux lever le bras?
si l'esprit n'agit pas sur la matière? Poser des questions. Allez demander au directeur. Il vous mettra 3 heures de colle et puis on n'en parle plus. Mais voilà. On peut lever le bras. C'est mon vaisseau, encore. C'est le vaisseau de quoi? Du niveau vibratoire auquel je m'identifie. Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce vaisseau. Mais pour que ce niveau vibratoire se manifeste, il faut qu'il s'identifie à ce vaisseau-là et pas à un autre. Chacun d'entre vous a un de ces vaisseaux qui est absolument indispensable pour que la conscience puisse... Il y en a une, il n'y en a pas deux, parce qu'il n'y a qu'une seule nécessité de l'infini. Hein. Il n'y en a pas 3. Donc il y a une seule conscience, on est tous la même conscience qui se croit à des niveaux différents. Qui se croit à des niveaux différents. Et donc, pour l'instant, le niveau auquel je m'identifie me permet de gérer ce vaisseau. À peu près. Et... Tant bien que mal. Tant bien que mal. Mais un jour, mon vaisseau, ce sera quoi? Ça n'a pas toujours été ça, d'ailleurs. Parce que je suis constitué de plein de petites particules atomiques, des sels minéraux, des cellules, des machins. Tout cela, ce sont aussi des vaisseaux qui sont habités par la conscience, à laquelle la conscience s'identifie. Hein. Elle s'identifie à chacune de mes cellules, elle s'identifie à chacun des atomes qui constituent mes cellules et tout ça. Et chaque fois, la même conscience fait bouger ces atomes et fait évoluer ces molécules et ces cellules, etc., qui se croient toutes seules. Hein. Elles savent qu'elles sont en contact avec d'autres cellules et tout, mais elles ne savent pas que j'existe, hein, les cellules. Elles ne m'ont jamais vu, elles ne me verront jamais, je suis leur futur. Elles ne voient que leur passé comme nous. Vous comprenez tout ça? Et donc, toutes ces personnalités, tous ces égos de la même conscience, ils sont tous indispensables et ils sont tous toujours là. Et ils sont toujours là. Ce sont des vaisseaux auxquels on s'identifie, auxquels le je suis, le soi s'identifie, le vrai je, c'est-à-dire la conscience elle-même, s'identifie pendant un certain temps. Et puis après, il passe à une autre, puis il y en a un autre. Ce niveau vibratoire est toujours nécessaire, donc il est toujours animé par la même conscience, mais on n'a plus l'impression que c'est moi, on a l'impression que c'est un autre, un passé. Bon, okay. Et donc toutes ces étapes auxquelles je passe à chaque fois, elles ont un corps, elles sont incarnées, elles peuvent faire vivre ce corps, elles agitent ce corps, elles mangent, elles boivent, elles font pipi, tout ça. Et c'est le cas aussi des atomes, qui font ça aussi, qui se promènent aussi. Ils font moins pipi les atomes. Hein. Mais bon, ils s'animent, ils s'agitent, ils tournent, ils font ce qu'ils peuvent, hein, ils ne savent pas faire autre chose. Bah, ils tournent. Si c'est un atome, je ne saurais pas faire autre chose que ça. Tant pis, hein. Nous, on fait beaucoup plus de choses. Mais c'est notre même corps que nous agitons et que nous faisons vivre. Et demain, alors, quand on ne s'identifiera plus à un être humain, qu'est-ce qu'on agitera? À autre chose. Alors, il y a des étapes intermédiaires en 5D, par exemple. Vous avez entendu parler, 5e dimension. La plupart des êtres que l'on communique dans le futur, c'est la 5D. La 6D, 7D, on ne communique quasiment pas. Mais le 5D, c'est normal. Toutes les étoiles qu'on voit sont vécues par des peuples, grosso modo, de la 5D. Bon, il y a des étapes et tout ce qui précède, évidemment. Il va y avoir des reptiles partout. La 3D. Les reptiles, c'est la 3D. Il y en a partout, évidemment. Mais c'est une des espèces les plus répandues. L'être humain et le reptile sont deux des espèces les plus répandues dans le cosmos. On n'est pas des exceptions. On est vraiment quelque chose de très, très courant. Donc, je disais, à d'autres niveaux, on s'identifierait, ça a bougé là-bas, on s'identifierait à un autre vaisseau, un vaisseau différent, qui permet de faire des choses plus importantes, qui permettrait peut-être de se déplacer. C'est mieux. De se retrouver au bout de la pièce quasiment sans se déplacer. Ou d'avoir une soucoupe volante autour de soi, on utilise le corps et puis on décide, bon, on va à gauche, et hop,
cette coupe volante, elle va à gauche. Non, non, pas trop. Maintenant, on va à droite. On va à droite. Parce que c'est comme ça aussi qu'ils font. Hein. Ils commandent c'est une étape intermédiaire où ils arrivent à maîtriser leur corps sous forme de leur soucoupe volante. Qui sont des vaisseaux psychiques en quelque sorte. Non, pas vraiment technologiques quand même, mais en général, quand c'est technologique, c'est pour les étapes inférieures. Hein. Les Dracos, tout ça, ils sont technologiques. C'est de la mécanique. Ce sont des extensions de l'esprit, en fait. Des extensions de l'esprit. Oui, oui. Bah, c'est une extension du corps. C'est l'esprit qui est suffisamment ouvert pour être capable de s'identifier à autre chose. Si j'étais capable d'étendre mon esprit et de m'identifier au plancher, le plancher, je le soulève. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Je peux soulever mon bras, mais pas le plancher. Mais eux, ils peuvent. Donc, ils vont déplacer leur vaisseau comme ils veulent. Et ça, c'est le signe quand même des espèces qui sont spirituellement évoluées, qui sont vraiment à 5D. C'est pas la même chose que les espèces qui sont mécaniques et qui sont obligées de bidouiller de la technologie comme les terriens ou comme les reptiliens pour faire des vaisseaux qui sont métalliques, qui sont trucs qu'on voit. C'est pas la même chose. C'est des niveaux... et ça fonctionne aussi, hein. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne aussi. Bon bref, on n'est pas venu pour ça. J'étais en train de vous dire quoi? Oui, bah, tout ça c'est nos vaisseaux qui évoluent avec nous. C'est nous qui choisissons. Et c'est ça qui caractérise notre niveau vibratoire et notre niveau spirituel. Quel est le vaisseau que je suis capable d'animer? Un jour, on se prendra pour la planète Terre, pour une autre planète, peu importe. Et c'est cette planète qu'on fera évoluer. Un jour, on se prendra pour une galaxie. Cette galaxie, c'est... aujourd'hui, on appelle ça des archanges. Mais peu importe. On peut appeler ça autrement. Bref, je reviens à notre mouton habituel. Parce que c'est des vaisseaux aussi, hein, une galaxie, c'est un vaisseau, c'est pas autre chose. Tu es d'accord avec moi? Oui, bon, ça marche. Ouf. Donc le mental va avec l'ego. Et le mental va avec la peur. Parce que tout ce qui est au-dessus de nous fait peur. Ce qui est en bas, ça nous fait moins peur. On a peur des araignées, on a peur des reptiles, on a peur des... Non, on n'a pas peur des araignées. Ça tombe bien, il y en a une entre vos pieds. Bref. Donc le mental, il est là pour nous maintenir dans notre ego parce que l'ego est indispensable. Comment voulez-vous vous aimer entre vous et vous prendre dans les bras? Tout à l'heure, on fera l'exercice. Qu'est-ce que je disais? Si vous ne vous identifiez pas à un ego, c'est la grande bénédiction que représente la séparation. Vous savez, quand on est, là je parle longtemps moi aujourd'hui, quand on est énaïté, du verbe naître, on dit non, je ne veux pas m'incarner. Surtout les gens qui sont dans les niveaux un peu spirituels comme nous, je ne veux pas m'incarner, je ne veux pas être séparé. Parce que quand on n'est pas vivant, quand on est mort, on est dans la fusion. On est un peu dans l'unité, beaucoup plus en tout cas. Et pas complètement, mais beaucoup plus. Et après on se dit, mais il va falloir que je me sépare et que je sois dans la solitude par rapport à tous les autres qui vont être à l'extérieur, je vais avoir un corps et tout, c'est l'horreur. Et donc on n'est pas content de l'être. On freine des cas de fer bien souvent. La plupart des gens dans les milieux spirituels, ils ne sont pas contents d'être incarnés. Il y en a d'autres qui sont très contents d'être incarnés. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'être dans la gratitude et d'être heureux d'être incarné, parce que c'est grâce à cette incarnation qu'on est séparés des uns des autres. C'est-à-dire qu'on peut communiquer entre nous, qu'on peut faire des choses les uns pour les autres, et se rendre service, et s'aider à évoluer, et se prendre dans les bras, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est grâce à la séparation. On dira c'est l'unité. C'est l'unité parce que l'unité, c'est de la conscience. On est un. Mais grâce au fait d'être séparés dans nos vaisseaux, on est chacun un vaisseau séparé d'un autre vaisseau, tous les vaisseaux peuvent communiquer entre eux, peuvent s'aimer, etc. L'amour n'est possible que dans la séparation. L'amour n'est possible que dans la séparation. Si vous n'êtes pas séparés, vous ne pouvez rien aimer du tout. Vous comprenez ça?
Oui. Alors les gens ils disent, ah bon, c'est l'unité. Ah non. L'unité, ce serait l'infini. Dans l'infini, vous pouvez aimer personne. L'infini, il n'arrive personne à aimer. Il est tout. Parce que dans l'absolu, nous sommes amour. Ben, nous sommes le but, nous sommes la nécessité de l'unité, la nécessité de l'infini. Donc nous passons notre temps à essayer de s'aimer. Mais on peut s'aimer et progresser en amour que parce qu'on est séparés. C'est une bénédiction absolue d'être séparés. Mais c'est pas parce que c'est une bénédiction d'être séparés qu'il faut rester ce qu'on est. On est là pour s'aimer néanmoins. Et donc pour faire l'unité, pour être moins séparés. Mais on sera toujours séparés, puisqu'on ne sera jamais infini. Il y aura toujours un extérieur. Là, je vous ai expliqué la conscience sans que vous en aperceviez. Donc si vous n'avez pas encore compris le livre, vous reprenez la page, je ne sais pas combien. De toute façon, je le répète à toutes les pages. La conscience, c'est le fait que l'infini est toujours extérieur. On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose à l'extérieur avec lequel on voudrait bien s'unir. C'est la seule chose, c'est la seule cause de la conscience. L'infini est impossible, donc nous sommes conscients. Parce que comme l'infini est impossible, il y a toujours une extériorité de la conscience. Extériorité par rapport à quoi? De l'infini. Extériorité de l'infini. Par rapport à quoi? Par rapport à tous les centres possibles, tous les numéros. Comme disait Pascal, l'infini est une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. C'était une façon de dire que l'infini est un but et que tous les points sont nécessaires. Chacun d'entre nous, c'est la conscience qui se croit quelque chose, un numéro. Ah, vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses. Et vous avez compris pourquoi il y a la conscience. Alors que tous les physiciens, ils disent, on ne saura jamais ce que c'est que la conscience, on va chercher dans les neurones, on va chercher dans les neurones, on va analyser la matière pour trouver la conscience. Ils ne trouveront jamais la conscience dans la matière. C'est la matière qui est dans la conscience. Ça ne sert à rien de chercher la conscience dans la matière. Donc, voilà. Et donc, on est toujours en train de chercher à s'unir avec l'extérieur, etc. On est... la conscience ne vient que de cette impossibilité de l'infini. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est le fil d'Ariane qui va vous permettre de tout comprendre. Tout en physique, tout de l'univers, tout des atomes, tout des planètes, etc. Et de l'évolution de la vie, de la mort. Tout est clair. C'est ce qu'on enseigne à l'UFM, l'Université francophone de métaphysique. Dans tous les détails, vous avez toutes les réponses. Dans tous les mystères qui se posent à la science à l'heure actuelle, ou à la philosophie, les réponses sont d'une simplicité extrême, à condition d'avoir compris la base. Et la base, c'est l'impossibilité de l'infini, sa nécessité. Le paradoxe, c'est la dualité. Et cette dualité, c'est la dualité magnétique qui explique toute l'énergie de l'univers, c'est-à-dire impossibilité, c'est la répulsion, nécessité, c'est l'attraction. J'ai besoin d'être infini, donc j'intègre toujours le monde qui me paraît extérieur, mais je ne peux jamais m'unir à lui, donc c'est répulsion permanente. Attraction-répulsion, c'est l'énergie magnétique. Avec l'énergie magnétique, vous expliquez tout l'univers. Il n'y a que ça. L'énergie magnétique, c'est une façon de parler de l'esprit, c'est pareil, il n'y a aucune différence. Donc on est obligé d'aimer et d'intégrer l'infini qui est toujours extérieur, donc on a éternellement conscience. La conscience est éternelle, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, et il n'y a plus à se poser la question. Là où je suis éternel. Forcément. Mais je suis éternel à condition de... Je suis éternel, mais je vais changer perpétuellement de vaisseau. Il ne faut pas que je m'attache à un vaisseau, parce que si je m'attache à un vaisseau et que je ne veux pas changer de vaisseau, ben je vais avoir tout le temps peur. C'est de là que vient la peur. Comme l'état profond. Ouais. Et cet état profond, il fait partie du monde extérieur, il fait partie des niveaux qui nous tirent vers le bas, pour pas qu'on évolue, mais que dont nous sommes créateurs aussi. C'est nos peurs qui créent l'état profond. Il n'est pas là sans nous, il est dans la conscience. D'ailleurs, tu disais aussi tout à l'heure, tout ça là est dans la conscience, il n'y a rien d'autre, et les peurs viennent du fait que je m'identifie à tous mes passés et je ne veux pas évoluer. Bon, mais je suis fait pour évoluer et je ne peux pas y échapper. Donc si je veux souffrir moins, c'est très simple, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne. Alors tu disais tout à l'heure un truc, tu disais, il faut supprimer le mental.
Tu voulais dire, en fait, si, il faut le faire taire le mental. Oui. Mais si tu le fais taire, quelle différence entre le supprimer? Mais non, on ne peut pas le supprimer. Tu ne peux pas supprimer le mental. Et tu ne vas pas non plus le faire taire. Et je vais te dire pourquoi. Il est indispensable. On ne serait pas là sans le mental. On ne mangerait pas sans le mental. On ne pourrait pas évoluer, on ne pourrait pas aimer sans le mental. Imaginez que vous n'avez plus de mental, ça veut dire que vous n'avez plus de perception non plus du monde extérieur, ça veut dire que vous n'avez pas 10 minutes, ok 20. Non, le mental est aussi indispensable que l'ego. Pourquoi l'ego est indispensable? Parce que chaque étape est indispensable pour constituer l'infini. Chaque nombre est indispensable pour constituer l'infini. Vous ne pouvez pas en supprimer un. Par contre, ce que vous allez supprimer, c'est l'attachement à cet ego, puisque cet ego est appelé tout le temps changer. Et ça, c'est le plus important, c'est de ne pas s'attacher à l'ego. Et si vous ne vous attachez pas à l'ego, vous supprimez la peur, fini, il n'y a plus de peur. Parce qu'il n'y a plus d'attachement à l'ego, mais il y a toujours un ego. Il y aura toujours un ego. S'il n'y a pas d'ego, s'il n'y a pas de mental, c'est foutu. Il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus rien. Et donc, quand on parle du mental en spiritualité, on dit toujours, il faut méditer. Il faut méditer pour faire taire le mental, justement. Ça, c'est provisoire. C'est l'ancienne spiritualité. La clé, la véritable clé, c'est pas... Parce que le mental est un enfant. C'est un enfant, il a peur de grandir. Il y en a qui ont envie de grandir. Mais c'est un enfant... Qu'est-ce qu'on va faire avec un enfant? Est-ce qu'on va le faire taire ou est-ce qu'on va l'éduquer? Et là, on va l'éduquer. Et le mental, c'est la même chose. Le mental, il faut l'éduquer. Il ne faut pas le faire taire. En l'éduquant, il va devenir votre complice. Il va devenir le complice de votre évolution. Et c'est ça qu'il faut. Parce que sans mental, vous ne pouvez plus évoluer. Et sans ego, il n'y a aucune raison d'évoluer d'ailleurs. Tous les égos resteront éternellement indispensables, puisque le temps n'existe pas et que nous sommes multidimensionnels. Donc chacun de ces égos est une de nos dimensions. On a besoin de toutes. Tout le monde a besoin de tout le monde. Donc si on veut passer une coche, elle est un peu plus haut dans l'évolution, il faut éduquer le mental. C'est pas le faire taire. La méditation consiste à essayer de faire taire le mental. Je n'ai rien contre la méditation, c'est très bien, tant qu'on n'a pas compris tout. Une fois qu'on a compris, on n'a plus besoin de faire taire le mental. Le mental a compris. Il est devenu le complice qui va vous aider à évoluer au lieu de vous en empêcher. Au lieu d'avoir de la peur, il va vous dire « Mais vas-y, 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 tu as tout à gagner à évoluer. Tu vas te découvrir, tu vas changer de vaisseau, tu vas avoir un vaisseau beaucoup plus vaste et beaucoup plus génial qui va te permettre de faire des choses beaucoup plus grandes. C'est ça qui va vous arriver à tous. Il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Au contraire. Ça s'affine alors. Comment? Ça s'affine. Ça s'affine, ça s'élève en vibration. Ça devient de plus en plus subtil. Et les êtres qui sont notre futur, il y en a plein le bouquin à David là-bas, des gens du futur. Il y a même moi d'ailleurs, j'ai failli vous amener l'image, mais il n'y avait plus la place dans la voiture. C'est vrai en plus. Et tous ces êtres qui sont notre futur, c'est notre futur. Mais on y est déjà. Mais ils sont déjà là. Seulement le problème, nous sommes déjà ce futur, mais nous ne nous y identifions pas. Tu ne t'identifies pas à ton futur, tu t'identifies à toi. Ah, un petit peu, de mieux en mieux, parce que ton mental comprend des choses qu'il ne comprenait pas avant. Et c'est ça, éduquer le mental, justement. C'est faire que le mental, il se détache de l'ego et qu'il commence à se dire, moi en fait je suis l'univers. Aussi bien ce qu'il y avait en dessous, et que je trouve nul et méchant, etc., que ce qu'il y a au-dessus, mais je me tourne vers le but, parce que mon but, c'est pas d'aller vers le bas, c'est d'aller vers le haut, vers l'infini, c'est pas vers de moins en moins d'infini. Donc, tant mieux si tu as déjà cette perception-là de ton futur. Tout le monde, d'ailleurs, ici, va avoir si vous ne seriez pas ici en train d'écouter des conférences, si vous n'aviez pas la vision, l'envie de sortir de ces habitudes de l'ego, etc. Donc, c'est ce qui va se faire. Et c'est comme ça qu'on éduque l'enfant qui est mental, et que le mental, au lieu d'avoir peur, il est tout content d'évoluer. C'est génial. Il est tout content d'évoluer.
Et il ne va pas arrêter parce que c'est sans fin. Il va perpétuellement évoluer. Et donc vous devenez complice de votre évolution, vous devenez l'évolution elle-même, au lieu d'être... Hein? Oui, et vous devenez l'évolution au lieu d'être une des étapes de cette évolution. Et là vous êtes sauvé. Là vous êtes je suis. Vous êtes ce que vous êtes vraiment. Et donc vous avez beaucoup moins de raisons de souffrir, parce que vous freinez moins. Vous êtes dans une expectative heureuse et vous vous reconnaissez souverain et créateur de votre évolution, ce qui n'était pas le cas avant, puisque quand vous aviez peur, avoir peur, c'est simplement croire que le créateur est à l'extérieur. Je ne suis pas responsable de mon évolution, donc j'ai peur, parce que je ne sais pas où on m'embarque. Mais si vous avez compris que vous êtes le créateur et le responsable de votre évolution à chaque instant, et que c'est vous qui choisissez de vous identifier à l'ego ou pas, ou de vous identifier au but, et de dire j'y vais, je vais intégrer tout ce qui m'entoure, et bien là, la peur disparaît, évidemment. Donc, vous n'êtes plus... il y a plus vous n'êtes plus coincé dans la peur, tout simplement. Et lorsque le mental est rééduqué, et qu'il a compris tout ça, c'est à ça que servent nos bouquins. Et c'est à ça que sert l'UFM, évidemment. La haute métaphysique, ce n'est que ça. C'est apprendre ça. Arrêter d'avoir peur, y aller gaillardement, avoir envie d'y aller, d'aller vers le but, de s'identifier à ce but, ce qui voudra dire aimer son prochain comme soi-même. C'est radical. Ça veut dire aimer de plus en plus, ça veut dire accepter les choses qui vont arriver parce qu'on sait qu'on en est créateur et que personne d'autre que soi n'est créateur de ce qui nous arrive, puisqu'il n'y a pas d'autre créateur que le fait de placer l'infini à l'extérieur. Je vis ce monde-là parce que je me crois cet ego-là, c'est complémentaire de mon ego. Quand je me crois un autre ego, je crois un autre univers. Donc je suis le créateur de mon univers en fonction de mon identification. Si je m'identifie à l'ego, je m'identifie à tel ego, résultat, je vis tel univers. Je m'identifie à un autre ego, je vis un autre univers. Je suis le créateur et le responsable de mon univers. Dans ce cas-là, j'ai plus peur. Je sais que c'est pour mon bien, puisque c'est pour aller vers l'infini. Et que ça, c'est le souverain bien, c'est le but absolu. C'est le but absolu. C'est ce vers quoi je dois aller. Donc je me réjouis à l'avance de toutes mes créations. C'est phénoménal comme changement, comme transformation. C'est l'éveil. C'est l'éveil. C'est l'illumination, c'est tout ce que vous voulez. C'est indispensable et c'est l'étape qui va vous permettre de passer dans la 5e dimension. Et donc de rejoindre ceux dont nous parle David, etc., qui n'attendent que ça, qu'on vienne à eux, et qui n'ont pas du tout l'intention de venir à nous. C'est pas leur boulot, ils ne sont pas là pour descendre. De temps en temps, ils viennent descendre pour nous donner des idées, des conseils, etc. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on grimpe. C'est à nous de le faire. Ils nous attendent. Ils se réjouissent dès qu'on évolue un petit peu. Comme vous, quand vous avez un petit chien, dit « Ah, c'est génial, il a compris un mot de plus aujourd'hui, c'est génial, il reconnaît la babane rouge, la babane noire. C'est formidable. » Il a évolué. Mais vous n'allez pas descendre et marcher à 4 pattes pour lui apprendre que c'est une babane. C'est à lui de faire l'effort. Et là, ils sont contents là-haut. Évidemment, ils attendent que ça pour qu'on vive ensemble dans ces 5e dimensions, etc., avec une nouvelle notion de matière, un nouvel sentiment de vivre, etc., différente, qui ne sera pas non plus sans problème pour autant, hein, parce que l'évolution, il y a toujours un frein, il y a toujours des limites, il y a toujours des combats. Donc on les assume. Simplement, on est capable de savoir qu'on en est responsable et non plus qu'on en est victime. Et ça change tout. C'est ça qui change tout. C'est de se reconnaître créateur et non plus créature. C'est ça qui va faire qu'il n'y a plus de peur. Terminer les peurs. C'est pas terminer l'ego. C'est pas terminer le mental. L'ego n'est plus ce à quoi je m'attache. C'est quelque chose que je contribue à changer tout le temps parce que je suis spectateur de mon ego, observateur de mon ego et éducateur de mon ego. Donc Franck, je suis là pour l'éduquer, je suis là pour qu'il évolue, je suis là pour qu'il change, je suis là pour qu'il fasse des belles choses.
Je ne suis pas là pour dire il faut qu'il reste tel qu'il est, il ne faut pas que ça bouge, et je suis comme ça et pas autrement, et ainsi de suite. Non, non. Il y aura toujours des limites, ces limites qui font qu'il y aura toujours aussi un mental, et tout cela dans une évolution perpétuelle vers que vous voulez, et à chaque instant, bien sûr, et c'est ça qui est bien. Et c'est ça que je vous souhaite d'ailleurs à tous et à toutes, parce que c'est uniquement cette vision qui va vous libérer et qui va faire que vous allez vous reconnaître des véritables souverains, responsables de votre univers, et quand vous verrez l'état profond, vous allez dire, ah, ah, qu'est-ce que je suis bête d'avoir encore créé cet état profond. Il est temps que je leur montre l'exemple pour les aider à grimper. C'est tout ce qu'on a à faire. Tous ceux qu'on n'aime pas, qu'on trouve nuls, ce sont nos enfants, il faut les aider à grandir. Il ne faut pas les haïr, il ne faut pas les détruire, il faut les aider à grandir. Mais ça ne veut pas dire que c'est sans combat. Ça ne veut pas dire que c'est sans se battre. Pas du tout. Il faut souvent lutter pour aider un enfant à évoluer. Et ça lui donne aussi l'exemple que l'évolution ne se fait jamais toute seule. Ça demande toujours un travail, toujours un effort, toujours... Mais ce travail est beaucoup plus dans la joie lorsqu'on a compris que dans la peine lorsqu'on n'a pas compris. Etc. Et en fin de compte, tout est conscience. Tout est conscience. Tout est conscience. Donc la matière est une forme de la conscience. La matière est une émanation de la conscience. Pour comprendre ce que c'est que la lumière ou ce que c'est que la matière, il suffit de comprendre la conscience. Puisque la matière découle de la conscience. On ne va pas chercher la matière, on ne va pas étudier la matière pour comprendre la conscience. Il faut étudier la conscience pour comprendre la matière. Mais... Donc la conscience est bien première. On est bien d'accord. C'est super. Je te remercie beaucoup, en tout cas, c'est très sympathique. Mais qu'il faut rapporter tout ça à la conscience, parce que la matière elle-même, c'est de la conscience cristallisée. Qu'il y a beaucoup plus de rapprochement entre la physique et la métaphysique qu'on ne l'aurait cru au départ. Et ce serait souhaitable. Parce que de toute façon, notre but à tous, c'est l'unité. Merci beaucoup. Okay. C'est moi qui te remercie. J'espère. Salut. Au revoir. Nous faisons partie du système que nous étudions. Nous sommes contraints de demeurer dans l'univers. À moins d'être Dieu, nous sommes contraints de demeurer dans l'univers. Et il faut composer avec cette contrainte et cette finitude. Et c'est l'information qui produit les lois de la physique et les lois de la biologie.